l'enjeu de la lutte de classe, c'est de changer ce que l'on appelle travail et la pratique du travail. C'est pas changer le travail concret. Hein. Vous avez un mot d'ordre de la CGT qui est changer le travail pour changer la société. Ce mot d'ordre est très très juste. Mais, à l'ouverture d'une formation que j'assurais dans une union locale de la CGT, la secrétaire de l'union disait, on a discuté hier avec les copains sur l'objet de la journée, changer le travail, et un copain facteur disait, alors il faut que je mette les lettres dans un autre sens dans la boîte aux lettres pour changer la société. Hein, on voit bien qu'il ne s'agit pas de changer le travail concret. Le travail concret, nous ne sommes pas étrangers au travail concret. Il faut changer le travail abstrait, c'est-à-dire le travail en tant qu'il est reconnu comme producteur de valeur économique. Et là, nous sommes assez largement étrangers à la définition de ce travail-là. Nous voyons arriver des usines où elles s'en vont, nous sommes embauchés sans maîtriser l'embauche, licenciés sans maîtriser le licenciement, etc. Dans l'entreprise, on nous fait faire un travail qui ne correspond pas sous une forme qui ne correspond pas à nos aspirations. Bref, nous sommes étrangers au travail en tant que producteurs de valeur. C'est le cœur de l'aliénation. Et les travailleurs organisés n'ont pas été impuissants. Les travailleurs organisés, depuis un siècle et demi, ont fait des conquêtes considérables sur la question de la maîtrise du travail. Et c'est sur ces conquêtes que je voudrais ouvrir notre débat. Les deux voies concrètes qui ont été empruntées pour que le travail ne soit plus étranger à la personne, c'est d'une part, et c'est ce qui est le plus avancé, d'une part le fait de faire de la reconnaissance que nous sommes des travailleurs, de sortir cette reconnaissance de l'aléa de notre performance sur le marché des biens et services ou l'aléa de notre performance sur le marché du travail, pour attribuer une qualification aux personnes et faire du salaire un droit politique lié à la personne. Ça, c'est un premier chemin de la sortie de l'aliénation. Le deuxième chemin, c'est la propriété de l'outil. La propriété de l'outil, évidemment, tant que les travailleurs ne sont pas propriétaires de l'outil, ils sont étrangers au travail. Puisque les propriétaires de l'outil, propriété lucrative dans le capitalisme, vont organiser le travail de sorte qu'ils mettent en valeur le capital sans se soucier des projets dont les travailleurs sont porteurs sur ce travail. Et donc la question de la propriété est décisive. Et là, il y a eu aussi des conquêtes importantes, moins avancées sans doute que sur le premier terrain, mais que je voudrais présenter aussi. Donc, pour nous sortir de l'étrangeté vis-à-vis du travail, la première conquête que je voudrais présenter, c'est celle du salaire. Le salaire, c'est une institution anticapitaliste qui est apparue au XXe siècle, enfin, qui s'est instituée au XXe siècle, contre la rémunération capitaliste, qu'on appelle, que Marx désigne très justement, comme le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est la rémunération du travailleur dans le capitalisme. Le travailleur dans le capitalisme, au XIXe siècle, avant que la CGT conquiert ces institutions anticapitalistes au XXe siècle,
Dans le capitalisme, le travailleur, c'est le travailleur indépendant d'abord. Le travailleur indépendant, c'est le plus exploité. À côté de l'aliénation, il y a aussi l'exploitation, bien sûr. L'exploitation, c'est-à-dire le fait qu'une partie de la valeur qu'on produit est ponctionnée par le capital. Les travailleurs types dans le capitalisme, c'est les indépendants, c'est les plus exploités. Vous prenez un paysan FNSEA, à 30 ans, il a 300 000 euros de dette sur le dos, et donc il va travailler pour rembourser une dette, et la valeur qu'il produit va être largement ponctionnée par les prêteurs. Mais il a aussi des fournisseurs, il y a Bayer, il y a je ne sais pas quoi, le phytosanitaire, le Bayer qui lui fournit des semences non reproductibles, etc. Et puis des clients, je sais pas, la centrale d'achat de Carrefour ou de Leclerc, et à travers les prix que ces fournisseurs, ces clients imposent aux travailleurs indépendants, évidemment, la valeur qu'ils produisent est très largement ponctionnée par des groupes capitalistes. Et qu'est-ce que ces groupes capitalistes laissent aux paysans? De quoi satisfaire ses besoins pour qu'ils soient encore au boulot demain, et si possible jusqu'à la retraite, puisque le Crédit Agricole a calculé ses dettes de sorte qu'elles soient remboursées quand il prend sa retraite. Ça, c'est le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est la somme des besoins dont le travailleur est porteur pour être au boulot. Ça, c'est la rémunération capitaliste. Et qui s'applique d'abord aux travailleurs indépendants, qui sont le travailleur type dans le capitalisme. Le capitalisme, c'est un nouveau mode de production qui se construit entre le XIVe et le XVIIIe siècle et qui va supprimer le statut du travailleur de la féodalité, donc le servage, pour le remplacer par un individu libre sur le marché. L'individu libre sur le marché, il est reconnu comme producteur, il est reconnu comme travailleur par le bénéfice qui lui reste lorsqu'il a produit et vendu des biens ou des services sur le marché. Et ce qui lui reste, c'est le prix de sa force de travail. La deuxième modalité du travail au XIXe siècle, c'est, je crois que j'ai demandé que le bouquin de Didri soit là, je crois qu'il est là, ça. C'est Claude Didri, que vous pourriez d'ailleurs très utilement faire venir à cette université, qui est un sociologue du droit du travail, surtout dans un cycle travail, il a beaucoup de choses à dire. Claude Didri, donc, dans l'institution du travail, oui, faites passer le bouquin, comme ça va permettre de le faire connaître, montre la grande conquête qu'est le Code du travail et le contrat de travail en 1910. Parce qu'au XIXe siècle, à côté du travailleur indépendant, qui est et demeure le travailleur type, prenez les chauffeurs de Deliveroo ou de Uber, c'est le travailleur type du capitalisme. À côté du travailleur indépendant, vous avez l'ouvrier. Alors l'ouvrier, lui, c'est le tiers dans un jeu à trois qui s'appelle le contrat de louage d'ouvrage. C'est pour ça que le mot ouvrier s'impose au XIXe pour désigner les travailleurs dans cette situation, ceux qui font l'ouvrage. Le contrat de louage d'ouvrage, c'est une création de la Révolution française, enfin la fin de la Révolution française, ça se met en place sous le Premier Empire. Et le jeu à trois est entre un capitaliste donneur d'ordre, prenez un soyeux lyonnais pour prendre un conflit qui a traversé les siècles, celui des canuts. Alors vous avez donc le donneur d'ordre capitaliste, et puis vous avez un sous-traitant, le canut. Le sous-traitant, il produit de l'ouvrage qu'il vend à un tarif aux capitalistes. Et il y a un conflit sur le tarif. Le conflit des canuts, c'est un conflit sur le tarif de l'ouvrage. Mais le tiers, c'est-à-dire les ouvriers, eux, ils sont absolument invisibles. D'ailleurs, on ne parle pas des ouvriers, on parle des canuts, c'est-à-dire des sous-traitants.
Mais les ouvriers, eux, ils sont invisibles, ils sont embauchés à la mort moelle-neu par le sous-traitant. Et ils sont rémunérés comment? Comme l'indépendant, hein, c'est-à-dire ce qu'il leur faut pour être encore au boulot demain, pour produire l'ouvrage, pour faire tel travail concret. La rémunération capitaliste, c'est le prix de la force de travail, c'est-à-dire la somme des besoins dont un individu est porteur pour pouvoir réaliser telle tâche concrète. C'est contre cela que la CGT se construit. La CGT se construit à Limoges en 1995 et elle se construit contre le travail indépendant et contre la sous-traitance, contre le contrat de louage d'ouvrage. Et dans cette période d'offensive ouvrière, c'est en même temps la construction de la SFIO en 1905 qui se transformera, sauf une partie restée SFIO hélas, qui se transformera en parti communiste en 1920, la double construction de ces institutions traduit une offensive ouvrière qui va avoir comme expression le Code du travail de 1910. C'est une conquête, c'est pour ça qu'on dit qu'il est octroyé, hein. Toutes les conquêtes sont octroyées, hein, dans l'histoire officielle, hein. Bien sûr, je ne sais pas quoi, c'est des juristes de droit public qui auraient eu des bonnes idées, je ne sais pas quoi, enfin, les âneries habituelles, bien sûr, mais ça, je n'ai pas le temps. Cette conquête, et ça, le bouquin de Didry le montre vraiment de manière tout à fait remarquable, cette conquête, c'est l'obligation pour les capitalistes de devenir employeurs. Ce qu'ils ne veulent jamais être. Pourquoi? Parce que la mise en valeur du capital suppose que ce capital ne s'englue pas sur un territoire donné, pour une production donnée, à gérer des collectifs de travail. Tout ça, ça englue le capital. Alors que la mise en valeur du capital suppose sa capacité, surtout dans une période comme aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas, c'est pas particulièrement neuf, c'est constitutif du capitalisme. La mise en valeur du capital suppose au contraire une permanente mobilité des lieux et des formes de la ponction de la plus-value, de la survaleur sur le travail d'autrui. Et donc, un capitaliste ne veut jamais s'impliquer directement dans la production. C'est pour ça qu'il adore, d'une part, le travailleur indépendant, et d'autre part, la sous-traitance, en mettant en concurrent des sous-traitants. Et la nouveauté considérable de 1910, la conquête considérable de la CGT, c'est le contrat de travail qui se substitue au contrat de louage d'ouvrage, avec obligation pour le capitaliste qui se masquait derrière un sous-traitant, d'accord, de devenir directement employeur, de s'exposer comme exploiteur. Et cette interdiction de la sous-traitance, quand on mesure le poids de la sous-traitance aujourd'hui, on voit combien c'est une conquête énorme que d'obtenir l'interdiction de la sous-traitance. Cette interdiction de la sous-traitance, ce face-à-face enfin possible entre des travailleurs organisés et leur exploiteur, va permettre d'instituer, à côté du contrat de travail qui oblige l'employeur à respecter un certain nombre de règles et qui donc interrompt le jeu de mise en concurrence des sous-traitants que pouvait opérer le capitaliste, il devient lui-même employeur. Et à côté donc de cette nouveauté révolutionnaire qu'est le contrat de travail, va se construire le salaire. Le salaire, c'est une invention du XXe siècle, c'est une invention anticapitaliste. On ne saurait jamais trop le dire, d'autant que nous avons été, hélas, biberonnés à l'idée que le salaire, c'est une institution du capitalisme. C'est je ne sais pas quoi, échange
d'un travail contre de la subordination, enfin échange d'un salaire contre de la subordination, enfin des trucs comme ça. Le salaire, c'est une conquête tout à fait considérable qui va permettre précisément de sortir en partie le travailleur de son étrangeté au travail. Il se construit par deux voies différentes. Au début, dans la première moitié du XXe siècle, il se construit dans le secteur privé par les conventions collectives et dans la fonction publique par le statut. La convention collective apparaît en 1919 et elle a comme objet de classer les différents postes de travail d'une branche, parce que maintenant que les capitalistes sont devenus directement employeurs, il faut qu'ils organisent la concurrence intercapitaliste dans la branche, d'où ce dispositif qui se met en place, alors qu'avant, au contraire, ils avaient tout intérêt à mettre en compétition pour un dumping social leurs sous-traitants, ce à quoi nous retournons. L'enjeu de la loi El Khomri, l'enjeu des ordonnances Macron, c'est le triomphe des donneurs d'ordre, puisque toutes les PME sont sous-traitantes pour l'essentiel. Il y a extrêmement peu de petites entreprises qui ne soient pas sous-traitantes ou franchisées, ou enfin sous une dépendance économique d'un groupe capitaliste. Jusqu'ici, les patrons de PME pouvaient invoquer un droit du travail interprofessionnel pour dire bah, écoutez, non, à ce prix-là, on ne peut pas, on doit respecter des règles. Et donc, l'enjeu du capital, c'était de faire sauter les règles interprofessionnelles, le droit interprofessionnel. C'est pour ça que Mme Pénicaud, qui a gagné 1 200 000 € de stock option en délit d'initié en organisant un licenciement boursier de 900 cadres de Danone, a pleurniché sur ces pauvres salariés de PME qui ne connaissent pas le dialogue social et qu'il faut... Et donc l'enjeu, c'est de supprimer le droit interprofessionnel, d'accord, ce qui lui-même qui a été conquis par la CGT avec le Code du travail et le droit du travail et le contrat de travail en 1910. Pour nous faire retourner au 19e siècle, de toute façon, mieux vaut un type de 40 ans, c'est quand même plus sérieux.